Oui, quatrième candidate du jour, une étudiante de l'IEJ, Asma Frouji, pour le sujet de droit civil. Madame, monsieur, les membres du jury, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de mes clients. L'histoire qui a commencé dans un garage. 2 adolescents. D'un côté, nous avons monsieur Jean Télaf et de l'autre, Lilian Leroux. 2 adolescents qui avaient une idée. Une idée en tête qui résonnait. L'idée qu'un jour pourrait aboutir un projet. Et ils ont travaillé dans ce garage de Jean Télaf, jour et nuit, nuit et jour, pour que cette idée devienne réalité. Ils avaient cette idée un peu folle de créer un prototype, et un jour ils se vendraient, un jour leur talent serait reconnu. Donc ils ont travaillé et travaillé. Et ils sont devenus grands. Et monsieur Jean Télaf est devenu directeur général de la société Nanoplus. Et de l'autre côté, monsieur Lilian Leroux est devenu dirigeant de Pico Plus. Mais ils avaient toujours cette idée en tête. Cette idée. Et un jour, ils ont continué à développer cette idée. Et le prototype a été reconnu. Et la société Nextex, des Américains, les ont retenus comme finalistes d'un appel d'offres. Ils avaient réussi. Leur rêve pouvait devenir réalité. Ils allaient conquérir l'Amérique. 13 millions d'euros. 14 millions de dollars. Voici ce qui leur était promis. Finalistes. Ils avaient gagné une dernière petite étape. Dernière chose à faire. Emmener le prototype de France aux États-Unis, à Boston. La dernière petite chose pour que leur rêve devienne réalité. Alors, monsieur Télaf a contacté divers transporteurs et a choisi la société Airjet. La société que possède monsieur Laballe. Pourquoi ? Parce que la société Airjet dispose d'un bombardier Global 5000. Le nom ne s'invente pas. Plus rapide, plus costaud, mais plus cher aussi. Mais ils étaient prêts à tout. C'était la dernière étape. Alors pour 35% de plus, hors taxe, ils ont payé le prix pour être sûrs que leur petit bébé, leur prototype, arrive à Boston avant midi 00, heure locale à Boston. Voilà, il leur suffisait d'attendre. Maintenant, parlons des faits fâcheux. Et pourquoi je suis là devant vous ? À midi 00 et 1 seconde, le prototype n'était pas à Boston. Où était-il ? Là-haut. À des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan Atlantique. Que faisait-il là-bas ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'après 1 heure de vol, une alarme s'est déclenchée dans le cockpit. Une alarme qui dit au pilote, un des 2 moteurs s'est arrêté. Pourtant, l'avion ne change pas. Il ne perd pas de vitesse, ne perd pas d'altitude. Mais il décide, le pilote, de dérouter vers un aéroport de Nouvelle-Écosse. Et là-bas, on inspecte l'avion et tout de suite, on trouve ce qui ne va pas. Un petit capteur a été mal enclenché par un des employés de monsieur Laballe. Un petit capteur. 13 millions d'euros ont été perdus par mes clients parce que quelqu'un avait mal repositionné un capteur. Imaginez la tête, la réaction de mes clients. Flashback. Ils se sont vus adolescents à travailler à cette idée depuis des années. Ils ont écarté leur vie de famille, les amis. Ils sont allés voir monsieur Laballe. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Votre contrat ? Que dit votre contrat ? Article 25, indemnisation pour retard à la livraison. Je vous le lis. En cas de préjudice prouvé, résultant d'un retard à la livraison, Airjet est tenu de verser une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder le prix du transport. En aucun cas excéder le prix du transport.
Ce n'est purement et simplement qu'une clause limitative de responsabilité, de réparation. Mais elle n'est pas valide. J'en conteste la validité, je vais vous le prouver. La saga Chronopost, et puis l'arrêt Forestia contre Oracle du 29 juin 2010, nous apprend qu'est nulle la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Une contradiction qui s'apprécie in concreto, selon l'économie générale du contrat. Alors parlons de l'économie générale du contrat. D'un côté, M. Laballe va verser prix modique, dérisoire, des frais de transport. Et de l'autre, ils vont payer le prix du transport avec 35% hors taxe de plus. Pour que, et c'est stipulé à l'article 24 bis, arrive le prototype avant midi 00, heure de Boston. Car le prototype, et c'est écrit noir sur blanc, est destiné à un appel d'offres. Contradiction, enjeu dérisoire. Monsieur Laballe va payer quoi? Allez, 1000 euros. Et mes clients ont perdu 13 millions. Cette clause n'est pas valide. Cette clause n'est pas valide. Et Monsieur Laballe vous dira « Oh, je vais payer, mais c'est un cas de force majeure, donc non, je ne payerai pas. » Non, monsieur, il n'y a pas de force majeure. Pourquoi? Specialia generalibus dérogante. Les règles spéciales dérogent aux règles générales. Nous avons 2 sociétés françaises, certes, mais il s'agit là d'un transport aérien international de France aux États-Unis. Il y a des règles internationales qui s'appliquent, la Convention de Montréal de 1999. Pour cela, il faut qu'elle soit rentrée en vigueur dans les 2 pays. Elle est entrée en vigueur aux États-Unis en 2003, et en France en 2004. Elle s'applique. Et la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2013, que la Convention de Montréal était exclusive de l'application de l'article 1148 du Code civil. Cet article qui nous dit qu'on ne paye pas des dommages et intérêts s'il y a cas de force majeure. Monsieur Laballe ne peut pas s'exonérer pour cas de force majeure. En revanche, il le peut pour les cas de l'exonération posée par l'article 19 de la Convention. Et que nous dit l'article 19 de la Convention? Et je cite. Le transporteur, en cas de dommages causés par un retard, n'est pas responsable s'il prouve que lui, ses préposés, ses mandataires ont pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement s'imposer, qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de prendre. Comment M. Laballe peut-il soutenir qu'une erreur de maintenance d'un de ses employés, qui a été facilement détectée lors d'un contrôle simple, est une mesure qui ne pouvait pas raisonnablement s'imposer? La Cour de justice de l'Union européenne est très claire et limite à peau de chagrin les cas d'exonération des transporteurs aériens en cas d'incident technique. Il faudrait un sabordage d'un terroriste. Sinon, le transporteur est responsable et ne peut s'exonérer. Il faut un événement extérieur à l'activité, à l'exercice normal de l'activité d'un transporteur aérien. L'exercice normal de l'activité. L'exercice normal. Mais M. Laballe avait la responsabilité de maintenance, avait une obligation de sécurité, d'entretien. Et là, il y a eu faute. Il y a eu erreur de maintenance. Il n'a pas pris toutes les mesures. Il ne peut pas s'exonérer. Alors, il faut qu'il répare. Mais que va-t-il réparer? Eh bien là, de nouveau, la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2014, nous dit que la Convention de Montréal est exclusive à l'application de l'article 1150 du Code civil. Alors, que doit-il réparer? Eh bien, l'article 22, paragraphe 3 de la Convention de Montréal, nous dit qu'il faut réparer les dommages prévisibles au contrat. Dommages prévisibles au contrat, c'est-à-dire une suite directe et immédiate de l'obligation inexécutée.
Alors je vais soutenir qu'il faut réparer ce qui est une suite immédiate et directe du contrat. Article 24 bis de ce contrat, il est stipulé noir sur blanc que ce prototype était destiné à un appel d'offres. Nous demandons réparation du préjudice de perte de chance. Alors, la Cour de cassation a restreint le champ d'application des pertes de chance. Depuis le 30 avril 2014, la première chambre civile nous dit qu'il nous faut une perte de chance raisonnable, qu'elle présente donc un caractère réel et sérieux. Mais cette perte de chance est plus que raisonnable. Elle était certaine. J'en veux pour preuve la lettre de M. Richardson. M. Richardson est le CEO, donc le dirigeant de la société américaine qui avait prévu cet appel d'offres. Et que dit-il, ce dirigeant? Mes clients étaient parmi les 3 finalistes. Et en plus, ils étaient des favoris. Favoris. Et c'est à regret, le dirigeant de la société américaine regrette que mes clients n'aient pas pu se présenter, que l'appel d'offres n'a pas pu aboutir, que leur prototype n'était pas là à 12h00 à l'heure de Boston. Pour M. Telaf, dirigeant de la société NanoPlus, c'est un préjudice direct, légitime et certain. C'était favori. Pour Monsieur Leroux, il n'était pas au contrat. Mais que nous dit l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 ? Un tiers peut invoquer un manquement contractuel dès lors qu'il y a un dommage pour réparation sur la responsabilité délictuelle. Mes 2 clients étaient liés contractuellement. Ils étaient liés avant même le contrat de transport. Monsieur Leroux était destiné à produire en série ce prototype dès que l'appel d'offres était signé. Son préjudice est direct, est certain, et légitime. Monsieur Telaf réclame 13 millions d'euros. C'est la réparation. C'est ce qu'il aurait dû recevoir dès qu'il avait gagné l'appel d'offres. Et Monsieur Leroux réclame 4 millions d'euros. C'est ce qu'il aurait dû pour la production en série dès que l'appel d'offres était signé. Monsieur Laval a commis une faute, une erreur. L'un de ses préposés a manqué de vigilance. Il a commis une erreur et ce sont mes clients qui en payent le prix fort. Il a brisé leurs rêves et ils ont tout perdu. Madame, Monsieur le membre du jury, je vous remercie.